Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à cette pêche en ligne. Donc elle va porter sur les réseaux d'acteurs dédiés aux espèces exotiques envahissantes sur le bassin Loire-Bretagne ainsi que sur le fleuve Rhône. Donc moi je suis Julie Pichot, je suis chargée de mission à l'ARA et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous accompagner tout au long de cette pêche. L'ensemble de la des stratégies présentées aujourd'hui vont vous être présentées par Anouk Corman, qui est chargée de mission Loire Espèces Exotiques Envahissantes à la Fédération du Conservatoire d'Espaces Naturels, et de Marie Grange, qui est chargée de mission Rhône et Saône, également à la Fédération des Conservatoires des Espaces Naturels. Avec Anouk, on va vous parler de deux réseaux d'acteurs qui s'organisent sur le bassin Loire-Bretagne et à l'échelle du fleuve Rhône pour travailler sur les espèces exotiques envahissantes. Mais avant de rentrer dans ce sujet délicat, on va vous présenter un petit peu la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. D'ailleurs, je dis on, mais Anouk va vous présenter. Voilà. Et oui, n'hésitez pas à poser vos questions du coup dans le chat. Et puis on aura aussi un temps intermédiaire, un temps d'échange prévu à la moitié de la présentation, histoire de garder tout ça un peu dynamique. Merci Marie. On va commencer par vous présenter un petit peu les conservatoires d'espaces naturels. Donc, vous avez sans doute déjà peut-être travaillé ou entendu parler des conservatoires sur votre territoire. Eh bien, il en existe plein d'autres. Il y en a 24 sur le territoire, répartis sur l'ensemble du territoire et en Outre-mer. Donc, les conservatoires sont vraiment des acteurs sur le développement des territoires et aussi un peu avec la mise en œuvre des politiques publiques environnementales. Ça part vraiment depuis la parcelle jusqu'aux échelons nationaux, en couvrant donc notamment l'échelle communale, départementale, et régionale. Donc, les conservatoires, en fait, ce sont des associations d'intérêt général à but non lucratif. Donc, leurs actions, en fait, elles sont fondées sur toute une maîtrise d'ouvrage sur le foncier et maîtrise ouais, foncière et d'usage. Elle s'appuie plus sur une approche concertée pour avoir vraiment prendre en compte tous les enjeux environnementaux, sociétaux, économiques sur les territoires. Donc chaque conservatoire reste une structure indépendante, mais ils sont tous des associations et ils sont regroupés par la fédération et ils adhèrent à la charte du réseau des conservatoires d'espaces naturels. On a tous pour objectif de protéger le patrimoine naturel, mais ça passe chez nous à travers 5 missions. Mieux connaître, mieux protéger aussi, gérer, valoriser et accompagner. Donc voilà un petit peu en quelques chiffres et points clés le réseau des conservatoires, qui sont devenus en fait des gestionnaires reconnus pour leur pertinence sur les actions continues sur la concertation, comme je disais, et aussi des acteurs de référence en matière d'expertise scientifique et technique. Au total, on gère en fait plus de 4500 sites naturels. Donc en gros, une commune sur 7 est concernée par la présence d'un site protégé ou géré par les conservatoires. Depuis 2009, on bénéficie aussi d'un agrément État-région. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? On trouve les 5 missions. Donc ça, c'est vraiment pour les conservatoires. Et maintenant, au niveau la fédération dans tout ça. Donc, elle a été créée en 1989. C'est aussi une association, pardon, de la loi 1901. Et elle a plusieurs missions qui vont être donc d'animer des réseaux de soutien aux actions des conservatoires, développer aussi tous les partenariats pour les conservatoires et même en dehors. Un rôle aussi un peu de représentation et de contribution pour les politiques publiques. Et elle anime aussi des programmes donc, tels que le pôle relais tourbière, le PNA en faveur des chiroptères, mais aussi en ce qui nous concerne ici, des animations dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature et du plan Rhône-Saône. Et justement, Anouk et moi, on anime des réseaux d'acteurs à l'échelle transrégionale qui travaillent sur les invasions biologiques.
Alors vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'en fait c'est une thématique sur laquelle on a besoin de se coordonner sur des territoires plus larges que ceux des Seines, et donc où la fédération a toute sa légitimité à porter des actions, même si, on le verra aussi, les Seines portent beaucoup d'actions sur cette thématique, notamment dans les stratégies régionales. Mais commençons par le commencement. Une invasion biologique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un processus qui aboutit à l'observation d'espèces exotiques envahissantes. Pour qu'une espèce elle soit définie comme exotique envahissante, il faut qu'elle ait été transportée, volontairement ou involontairement, hors de son aire de répartition. À partir du moment où elle arrive hors de cette aire, sur un nouveau territoire, on dit qu'elle est exotique. Parmi les espèces qui sont transportées hors de leur territoire, ben, quand elles arrivent sur un nouveau territoire, il y en a qui arrivent à survivre. Donc localement, on va pouvoir observer des individus qui se maintiennent sans l'intervention de l'homme. Donc c'est le processus de colonisation. Et à partir du moment où les individus arrivent à se maintenir sans aide des humains, on considère que l'espèce est établie. Et puis, déjà, c'est pas mal de survivre dans un nouvel environnement, mais il y a des espèces qui, en plus de ça, bah, vont arriver aussi à se reproduire et du coup à former des populations viables, toujours indépendamment des activités humaines. Et, euh, et donc, on va avoir des populations qui vont se maintenir dans le temps et on va dire que l'espèce, elle est naturalisée. Euh, et parmi les espèces qui arrivent à se naturaliser dans un nouvel environnement, ben, il y en a qui vont tellement bien se plaire qu'elles vont arriver à proliférer donc à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle régionale. On va observer une expansion rapide de ces populations. Et à partir de là, on va dire qu'on a affaire à une espèce invasive et, euh, et en général, cette expansion et la prolifération à l'échelle locale, elle va être liée à des impacts. Et c'est quand on observe ces impacts qu'on parle d'espèces exotiques envahissantes. Alors tout ce processus, ça peut prendre du temps, notamment parce qu'il y a des phases de latence, par exemple entre la naturalisation et l'expansion, et les impacts. En tout cas, voilà, tout ce processus, ça aboutit à des impacts qui peuvent être de différentes natures. Donc, on va avoir des impacts sur les systèmes biologiques, sur les écosystèmes, sur les espèces, mais aussi sur les activités humaines, sur les infrastructures et même sur la santé humaine, hein. On peut penser à l'ambroisie sur notre territoire. Tous ces impacts, ils ont un coût qui est important à l'échelle de la France et à l'échelle mondiale, mais qu'on a beaucoup de mal à estimer parce qu'en fait, les études qui essaient de calculer ces coûts font face au problème qu'on n'a pas beaucoup de données. Enfin, on a des données sur très peu d'espèces. Par exemple, on sait calculer les coûts de l'ambroisie, mais pour la renouée, par exemple, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas des coûts liés à la santé. Voilà. Là, je voulais juste rentrer un petit peu plus en détail sur les impacts sur les écosystèmes. On sait que les espèces exotiques envahissantes, elles sont responsables de plus de la moitié des extinctions qui ont déjà été observées. Et puis, c'est aussi la seconde menace sur les espèces qui sont actuellement sur liste rouge. On sait aussi que, au-delà de l'impact sur les espèces, c'est des espèces qui vont profondément modifier leur milieu, par exemple en modifiant la nature ou la composition chimique du sol. Et ça va aboutir à des modifications des successions écologiques, c'est-à-dire que même une fois que l'espèce elle a disparu, soit dans un processus naturel de succession, soit parce qu'on l'a gérée, et bien on ne va pas revenir à l'écosystème qu'il y avait avant ou l'écosystème qui aurait eu naturellement si la succession s'était déroulée sans que cette espèce soit présente. Donc des gros enjeux et c'est pour ça qu'on travaille dessus. Ces enjeux, ils sont d'autant plus, enfin, on a d'autant plus envie de travailler dessus parce que, eh ben, il y a de plus en plus d'espèces exotiques envahissantes. Alors là, vous avez sur le schéma l'évolution du nombre d'espèces qu'on va trouver par département. Mais en fait, on aurait la même tendance si on regardait à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et ben, les modélisations actuelles nous disent que c'est pas prêt de s'arrêter. Et forcément, bah, derrière, les coûts augmentent en parallèle. Euh, donc j'ai dit on verrait la même chose si on regardait à l'échelle nationale ou internationale. Par contre, ça à une échelle plus locale. Et ben, tous les territoires ne sont pas égaux face aux invasions biologiques. Et là, sur la carte qu'on a à gauche, on voit très bien apparaître les grands fleuves français et notamment la Loire et le Rhône sur lesquels nous, on travaille. Alors pourquoi on observe ça? En fait, c'est tout simplement parce que les fleuves, ben, c'est l'exutoire des bassins versants. Enfin, on va avoir un réseau hydrique qui va drainer
depuis l'ensemble du bassin versant tout un tas de choses, et dont des propagules, c'est-à-dire finalement des individus. Donc ça peut être des graines, ça peut être des boutures, ça peut être des œufs, voire des individus entiers de ces espèces qui vont arriver sur le fleuve et qui donc vont s'accumuler dans les zones humides et aquatiques qui sont connectées à ce fleuve. Il n'y a pas que les propagules qui sont drainées, il y a aussi tous les nutriments qui sont présents dans le bassin. Donc on va se retrouver avec des milieux très riches en nutriments où ces espèces arrivent. Et en plus, on est sur les fleuves, sur des milieux qui naturellement ont un régime de perturbation assez intense et donc qui sont très favorables aux espèces pionnières. Alors là, on a tous qu'aiment bien la plupart des espèces exotiques envahissantes, à savoir un milieu pionnier, donc où il n'y a pas de concurrence, elles peuvent s'installer très facilement, et plein de nutriments. Et donc, ça va être vraiment un endroit idéal où on va avoir une concentration de ces espèces. Alors, ça a des conséquences. Ça fait qu'on se retrouve sur notre fleuve avec des populations, des foyers qui sont interconnectés les uns aux autres. Parce que les fleuves, c'est aussi des superbes couloirs de dispersion pour ces espèces. Et donc à la fois à cause des flux d'eau, ça on y pense naturellement, mais ça va souvent être aussi des couloirs de vent. On peut penser au Mistral sur le Rhône, qui est bien connu. Et ça va être aussi des couloirs d'activités humaines. On va avoir par exemple tout ce qui est transport fluvial, mais aussi autoroutes, des trains qui vont suivre ces routes-là, enfin ces fleuves. Et puis on va avoir tout ce qui est espèces migratrices qui vont aussi amener un flux le long de ces fleuves. Donc on va se retrouver avec des populations qui sont vraiment très interconnectées. Et la conséquence de ça, c'est que si on veut avoir une action efficace à l'échelle locale, on a beau faire tout ce qu'on veut, tout bien comme il faut sur un site, si ce site il est en permanence recolonisé par les populations qui arrivent d'amont ou d'aval, eh ben, on ne va pas arriver à être efficace et on ne va jamais se débarrasser du problème. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'une action concertée, collective et coordonnée à l'échelle de ces axes et des bassins versants qui leur sont associés. En parlant de bassins versants, ce système comment dire, d'agrégation non, via le réseau hydrique, ça fait aussi qu'on va avoir des espèces, des pôles d'espèces différents en fonction des bassins versants. Par exemple, entre le bassin Loire-Bretagne et le bassin Rhône, qui pourtant, on voit, sont pas si éloignés que ça, euh, eh ben, on a quasiment la moitié de nos espèces qui sont différentes. C'est vraiment assez impressionnant. Voilà. En tout cas, je reviens à mon histoire de coordination. On a besoin d'avoir des réseaux à ces échelles-là. Et ces réseaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont avoir pour objectif d'éviter et de réduire, quand on n'a pas réussi à éviter, les impacts des espèces exotiques envahissantes. Ce qu'on va faire en priorité, ça va être de la prévention, donc prévention d'introduction, prévention de dispersion, parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus efficace en termes de coût-bénéfice. Parce qu'une fois qu'une espèce elle est présente, bah, il va y avoir des coûts de gestion énormes qui sont associés et de toute façon, on ne va pas arriver à gérer complètement les impacts. Donc, on va avoir à la fois des coûts de gestion et des coûts d'impact. Il vaut mieux faire directement de la prévention. Malheureusement, on va le voir dans la deuxième partie aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces qui sont déjà présentes. Donc, quand elles sont présentes, mais qu'elles viennent d'arriver, on peut encore avoir un objectif de les éradiquer. Sinon, on va plutôt être sur de l'atténuation parce que, en fait, les impacts des œufs, elles sont assez liées à leur densité. Souvent, c'est des impacts qui sont densité dépendants. Et donc, en régulant les populations, on va arriver à réguler aussi les impacts. En dessous d'un certain seuil, elles ne vont pas poser problème. Par contre, c'est des actions de gestion qui sont continues, sauf si on arrive à rétablir, par exemple, des compétitions naturelles qui permettent de maintenir l'espèce en dessous de ce seuil. Et puis, il y a des territoires pour certaines espèces où on n'arrive plus à faire ça. Par contre, ce qu'on peut toujours essayer de faire, c'est de confiner l'espèce, c'est-à-dire d'empêcher qu'elle aille coloniser les autres territoires qui sont autour. Donc ça, encore une fois, ça nécessite vraiment une bonne coordination entre les territoires. Et enfin, pour faire tout ça, on a besoin d'avoir des connaissances à la fois sur les espèces sur lesquelles on va faire de la prévention, par exemple. On va identifier les espèces qui sont euh, les plus une menace, on va les prioriser. Et puis aussi sur les méthodes, parce qu'une fois qu'on a une espèce sur notre territoire, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes de gestion pour toutes les espèces. Et donc là, il y a un gros travail pour trouver des méthodes qui soient pertinentes et efficaces pour chaque espèce qui sont sur le territoire.
Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser Anouk vous présenter, rentrer un peu dans le vif du sujet avec le réseau EE Loire-Bretagne. Comment on s'organise pour faire tout ça? Merci Marie. Donc voilà, maintenant on va rentrer un peu plus dans le fonctionnement et dans l'histoire du réseau Loire-Bretagne et des actions qui sont portées sur tout le bassin. Donc déjà, avant d'entrer plus dans le fonctionnement du réseau, on va s'intéresser plus à l'échelle de travail. Donc ici, le bassin de la Loire et la Bretagne. Donc le bassin de la Loire, il couvre un vaste territoire qui représente un quart de la France. Donc il est composé de nombreux cours d'eau et de milieux humides et aussi de zones naturelles connectées entre elles. Donc, tout ça, en fait, ça regroupe vraiment des enjeux très variés en matière de biodiversité, mais aussi d'usage. Donc en fait, le choix du bassin hydrique comme échelle de travail, enfin, c'est pas anodin, c'est parce qu'il a vraiment été, cette échelle a vraiment été identifiée en fait comme enfin, une échelle pertinente pour répondre en fait aux enjeux des invasions biologiques sur une échelle du coup écologique qui est cohérente et qui est aussi complémentaire en fait aux échelons administratifs, régionaux ou départementaux qu'on peut avoir sur tout ce territoire. En fait, travailler à cette échelle, ça permet vraiment, c'est pour vraiment faire une coordination des acteurs, pour pouvoir mutualiser en fait aussi un peu toutes les connaissances, les outils et prioriser aussi les actions là où elles auront le plus d'impact. Souvent, on dit que souvent l'exemple qu'on donne, c'est que les opérations de gestion qui sont menées de manière isolée sur quelques communes ou quelques sites, elles sont souvent en fait inefficaces si elles ne tiennent pas compte de la dynamique globale du bassin, comme Marie l'a expliqué juste avant. Donc c'est précisément pour répondre à ces besoins de coordination à grande échelle que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a créé en 2002 le groupe de travail sur les espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire et de la Bretagne. Celui-ci était dans un premier temps orienté sur la flore exotique envahissante. Donc il rassemble vraiment des acteurs concernés par cette thématique, que ce soit aussi bien des partenaires techniques, financiers, des gestionnaires, des experts, des coordinateurs. Parallèlement, en fait, on a le plan Loire Grandeur Nature qui, lui, a été lancé déjà quelques années plus tôt avant le lancement du groupe de travail. Et celui-ci visait déjà à concilier en fait les différents enjeux du bassin, notamment sur la gestion de la Loire, mais aussi la préservation du patrimoine naturel. C'est donc un peu tout naturellement que cette initiative de groupe de travail s'est retrouvée en fait intégrée au plan Loire Grandeur Nature. Euh, d- et aussi depuis 2017, du coup, l'animation a été récupérée, l'animation du groupe de travail a été récupérée et assurée depuis par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Donc, ce qui a permis un peu de renforcer en fait la collaboration aussi entre tous les acteurs du bassin en ajoutant aussi progressivement la faune exotique envahissante en plus de la flore. Alors, donc voilà, c'était un des premiers groupes de travail, on va dire, qui existait sur la thématique. L'objectif était déjà assez clair, donc de fédérer les acteurs du bassin, de structurer aussi des actions et de pouvoir développer une stratégie à l'échelle du bassin euh, et donc de pouvoir de savoir là où intervenir de manière pertinente et efficace. Donc le plan Loire Grandeur Nature, lui, poursuit la démarche en identifiant dans sa stratégie un objectif spécifique dédié aux espèces exotiques envahissantes. Donc la prise en compte de la problématique, en fait, a été prise très tôt sur le bassin et elle a permis elle a vu naître la stratégie de bassin de 2014 à 2020, qui, elle, représente vraiment un premier document stratégique sur les espèces exotiques envahissantes. Et donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit vraiment d'une initiative un peu pionnière, on va dire, puisqu'elle a inspiré ensuite de nombreux travaux, notamment la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes qui est parue en 2017, et aussi la plupart après des déclinaisons régionales qui en ont découlé.
Et aujourd'hui, eh ben, l'animation du réseau Loire-Bretagne, euh, donc que je représente ici, elle est pilotée par par la mise en place enfin, la mise en œuvre, je dirais plutôt d'un plan d'action qui est actuellement se déroule sur 2023 et 2027. Donc, on a la participation volontaire des membres du réseau et du groupe de travail. Donc, ce plan, il a été construit plus en cohérence avec les actions. Enfin, les actions sont vraiment en cohérence avec les partenaires que je citais tout à l'heure, hein, techniques, financiers, des collectivités, qu'ils soient à l'échelle nationale ou à l'échelle aussi plus locale, et que ce soit des institutions scientifiques ou techniques. Et dans ces acteurs, eh ben, tous ces acteurs sont concernés de près ou de loin, en fait, par la thématique espèces exotiques envahissantes. Et dans cela, on a ce qu'on appelle, tout à l'heure, j'ai parlé de coordinateurs. Et donc, en fait, on a maintenant des coordinations territoriales, parce qu'en fait, en plus de 20 ans sur le groupe de travail du bassin, eh ben, on a pu acquérir une réelle expérience, en fait, de réseau. Et aujourd'hui, on s'appuie sur une centaine de membres et on a un fonctionnement en fait grâce donc à ces coordinations territoriales. Donc on peut voir là en Centre-Val de Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Elles ont progressivement été en fait mises en place dans le cadre de la stratégie nationale de 2017, qui après se décline en stratégie régionale voilà, sur le territoire. Donc ces coordinations, elles ont vraiment un rôle central. Elles sont nos relais en fait principal déjà avec les gestionnaires de leur territoire. Et ça permet aussi au groupe de travail de rester, on va dire, au plus près des actions locales, tout en fait conservant la vision globale du bassin. Donc, le groupe de travail interagit aussi avec une diversité d'acteurs et de structures, donc que ce soit d'autres conservatoires d'espaces naturels, des établissements publics de bassin, des syndicats mixtes, des FREDON, d'ARB, et bien d'autres partenaires techniques et institutionnels, aussi le monde de la recherche. Donc voilà, on fait de cette diversité, on va dire, un atout pour mobiliser les compétences variées de chacun et aussi pour suivre un peu efficacement les actions qui sont entreprises sur le terrain et à l'échelle du bassin. Donc, je parlais du GT qui, voilà, il a plus de 20 ans. Il bénéficie aussi d'expériences des personnes qui sont impliquées depuis le début dans ce groupe de travail et aussi sur la thématique. Donc, ça assure un peu une continuité sur la reconnaissance, en fait, forte qu'on peut avoir à l'échelle du bassin et avec l'articulation maintenant des stratégies régionales aussi à ce niveau-là. Donc voilà, un peu en résumé l'historique et la gouvernance pour le réseau Loire-Bretagne. Donc c'est vraiment sur la longévité voilà, qu'on a pu acquérir de l'expérience et être mieux aussi reconnu et de pouvoir être aussi impliqué plus dans les actions menées et d'avoir une visibilité sur celles qui sont faites pour le moment, passées et celles à venir aussi. Pour rappel un peu, le groupe de travail, il a vraiment pour but de faciliter que ce soit la production d'échanges, mais aussi de connaissances sur les espèces exotiques envahissantes à l'ensemble du bassin. Et donc actuellement, je parlais tout à l'heure du plan d'action 2023-2027. Donc en fait, l'animation, en fait, elle reste fidèle aux lignes directrices de gestion sur les œufs qui avaient été évoquées, qui avaient été déjà faites dans la stratégie de 2014-2020. Et aussi, on reste en cohérence avec maintenant la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, pour le réseau, en fait, on se base sur 5 grands objectifs qui vont être d'abord d'améliorer les échanges sur les invasions biologiques à l'échelle du bassin, de renforcer aussi toutes les connaissances et de les diffuser sur le bassin, d'améliorer en fait la prise en compte des invasions biologiques dans les politiques publiques aussi, de pouvoir renforcer les compétences au sein du groupe de travail
et de soutenir aussi la montée un peu en compétences des gestionnaires du bassin dans la gestion des invasions biologiques. Donc, ça va être par l'organisation de journées techniques, de séminaires sur des thèmes bien précis. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle un peu de réseaux, espèces exotiques envahissantes, de groupes de travail sur le bassin. Et c'est en fait depuis 2002, déjà la thématique a pas mal évolué, les acteurs aussi. Donc en fait, on a su accompagner un peu tous ces changements. Et maintenant, on met en place, on distingue un peu deux deux grands groupes, on va dire. On parle plus du réseau Loire-Bretagne et du groupe de travail. Ça permet déjà de distinguer un peu le public cible qu'on va avoir de l'animation et aussi pour les coordinateurs de faciliter un peu toute l'articulation. Donc, c'est aussi des publics un peu aux besoins différents. Donc on voit que pour le réseau, c'est des personnes qui sont touchées directement ou indirectement par les actions de l'animation du bassin. Donc ça peut être aussi bien des gestionnaires, des collectivités, des institutions ou des experts. Et eux, ils vont contribuer plus de manière occasionnelle à ce sujet. Et on a donc le groupe de travail qui, lui, est en fait un peu le noyau hein, de tout ça. On dit qu'il est un peu plus restreint, mais moi je considère que le groupe de travail est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent y contribuer de manière régulière et volontaire. Et donc c'est plus, on intervient sur des actions principalement de coordination à l'échelle des territoires. On fait le lien aussi donc avec les experts et on travaille voilà, sur des thématiques bien précises, à la création d'outils ou ça. Donc, actuellement, on travaille bien sur la faune et la flore exotique envahissante. Et en fait, vu qu'on est à une échelle bassin hydrographique, on se base surtout sur les milieux aquatiques et humides, sans forcément laisser de côté les autres milieux, mais en prenant en compte un peu à chaque fois leur lien avec ces milieux humides. Et comment ça se passe sur le Rhône? Et bien sur le Rhône. Alors sur le Rhône, il y a, alors globalement, hein, dans l'idée, on fait quelque chose d'un peu similaire, mais vous allez voir, c'est différent, et puis surtout la ligne temporelle varie un petit peu. Au niveau du territoire, donc contrairement au groupe de travail Loire-Bretagne, alors nous on est situé sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, donc c'est la partie que vous voyez un petit peu plus sombre sur la carte. Mais en fait, notre territoire, ça va être vraiment juste la partie Rhône en fait, du plan Rhône-Saône. C'est ce que vous voyez en bleu. Du coup, on a un territoire cible qui est très longiligne et qui fait seulement 2900 km² pour un fleuve qui fait plus de 800 km de long. Donc ça fait quand même un grand territoire, malgré l'impression qu'on peut avoir en regardant la carte. Par contre, c'est vrai qu'on a une surface plus restreinte, mais quand même beaucoup d'acteurs à coordonner, puisqu'on traverse trois régions. 11 départements et puis on a aussi trois régions biogéographiques sur le territoire, donc on va y revenir, ça a son importance. Il faut aussi voir que le Rhône, il va vraiment avoir des faciès très différents selon qu'on est dans le Haut-Rhône, où on a vraiment quelque chose de vallée encaissée de ça. Après, on a le Rhône médian, où on est plus dans un système de plaine alluviale, et puis le delta avec la Camargue. Donc on va voir, ça va avoir son importance dans la façon dont on va structurer aussi notre réseau et nos actions. Alors, Euh, d'un point de vue historique, si on peut parler de ça, côté Rhône, on n'a pas du tout été aussi précurseur que la Loire. Alors bien sûr, hein, la thématique des espèces exotiques envahissantes, c'est une problématique à laquelle les gestionnaires sont confrontés depuis longtemps sur ce bassin-là aussi. Mais les premières actions qu'on va avoir vraiment à l'échelle du bassin, ça va être l'étude des savoirs et savoir-faire sur les œufs qui est commanditée par l'Agence de l'eau en 2016. Donc cette étude assez complète, c'est elle qui a permis de déterminer la liste d'usage qui est utilisée aujourd'hui par l'Agence de l'eau pour les financements et puis qui détermine aussi des préconisations de méthodologie en termes d'élaboration de plans de gestion et de gestion justement. Donc depuis 2019, suite à cette étude, l'Agence de l'eau, elle intègre cette problématique à son programme.
et donc avec des financements pour les actions de gestion des espèces exotiques envahissantes, mais aussi de la coordination, euh, de l'acquisition de connaissances, etc. Et donc ces financements, ils ont été reconduits et même augmentés avec le 12e programme qui a commencé cette année. À la suite de ça, la problématique des EE, elle a aussi été intégrée à la troisième période du plan Ronson en 2021. Et du coup, cette intégration, elle passe par un objectif de structuration de la gestion concertée des EE sur l'axe de la Saône et sur l'axe du Rhône. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que la Fédération des conservatoires naturels s'est vue confier en 2022. Anouk, tu peux passer la diapo. euh, la préfiguration, puis en 2024, l'élaboration de la stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes de l'axe Rhône qu'on va lancer là début 2026. Alors, pour revenir très rapidement sur ces deux phases de préfiguration et d'élaboration, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu, enfin, ça peut être un peu confus la différence entre les deux. Si on a vraiment une première phase où l'idée, c'est d'identifier ce que doit être la stratégie. Donc déjà, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, faire un petit peu un état des lieux de ce qu'on va avoir comme espèce, comme acteur, comme stratégie qui sont déjà en place, d'identifier tous les acteurs qu'on va vouloir intégrer dans cette démarche, de définir une gouvernance et puis de commencer à identifier les enjeux et le cadre de cette stratégie. Non. Et puis ensuite, dans la phase d'élaboration, c'est une fois qu'on a nos premières briques issues de la préfiguration, on va pouvoir rentrer plus dans le détail et définir vraiment les objectifs, définir un plan d'action, réfléchir à qui va faire quoi, comment est-ce qu'on va financer, etc. Et puis, un autre travail important qu'on a fait, c'est définir des listes d'espèces pour pouvoir prioriser les actions en fonction des espèces. On va en reparler plus tard. Et tout ça, ça nous permet d'aboutir à un document, alors qui est actuellement en cours de validation, euh, qui présente un petit peu toute cette stratégie et les actions qui vont être portées euh, dans leur ensemble. Pour aboutir à ça, lors de ces deux phases, on a fait beaucoup de concertation, parce que l'idée, c'est que cette stratégie, elle soit co-construite avec l'ensemble des acteurs du territoire qui sont confrontés aux espèces exotiques envahissantes. Donc, on a fait beaucoup de réunions, beaucoup d'ateliers et de travail en groupe. On a réalisé aussi des enquêtes en ligne, des questionnaires, il y a eu beaucoup d'entretiens téléphoniques et puis d'entretiens aussi en bilatéral avec les acteurs les plus présents sur le fleuve pour identifier bien les enjeux de chacun de ces partenaires et leurs attentes vis-à-vis de la stratégie et aussi comment est-ce qu'ils peuvent y participer. Tout ce travail, ça nous a permis de définir que l'objectif général de notre stratégie, ça va être de proposer un cadre coordonné de travail pour améliorer la prévention, la gestion et la sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes sur l'axe Rhône. Pour arriver à ce résultat, on va favoriser les échanges et la coopération entre les acteurs. On va mettre en place des actions support et construire des outils qui vont permettre d'améliorer l'efficacité de la gestion à l'échelle de l'axe et puis aussi de la coordonner. On a dit que c'était vraiment cette idée d'avoir une action cohérente à l'échelle de l'axe qui va nous permettre d'être efficace à l'échelle des sites. Et pour faire ça, en termes de coordination, on va avoir besoin d'identifier des priorités communes à l'échelle de l'axe. Et ça va passer notamment par les listes d'espèces, mais aussi par des listes de milieux, par exemple. Euh, sur lesquels on va avoir particulièrement des enjeux sur les espèces exotiques envahissantes. Alors, très rapidement, ça c'est donc l'objectif général de la stratégie. Et concrètement, ça se traduit par trois enjeux qui sont déclinés en huit objectifs, qui correspondent aussi aux axes de la stratégie nationale, parce que donc, nous, on se place temporellement hein, après la stratégie nationale, donc on se doit de respecter ce cadre-là. Et pour atteindre ces objectifs, on a identifié, alors, je n'ai pas mis la diapo à jour, mais 20 actions qui soient même déclinées en sous-actions euh, pour atteindre ces objectifs. Et alors, on a choisi volontairement d'avoir des actions qui sont assez larges pour être maintenues tout au cours de la vie de la stratégie, avec des sous-actions plus opérationnelles qui, pour le coup, vont pouvoir être soit maintenues tout au long de la vie de la stratégie, soit activées de façon ponctuelle en fonction des besoins. Euh, une des particularités de notre territoire, on l'a dit, c'est qu'on a quelque chose de vraiment très longiligne et on va travailler avec trois échelles spatiales différentes. La première, c'est l'échelle de l'axe Rhône. Donc ça, c'est vraiment
C'est notre échelle principale, c'est là qu'on va déterminer le cadre stratégique et méthodologique, c'est là aussi qu'on va identifier les priorités d'action, et puis c'est aussi enfin l'échelle à laquelle j'anime le réseau. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on a des faciès du Rhône qui sont vraiment très différents en fonction de où on se place, avec aussi des enjeux en termes d'activité, en termes, et en termes d'écosystèmes présents qui sont très différents. Et donc on va aussi réfléchir à l'échelle des tronçons. Euh, Parce que certaines actions, on va avoir besoin de les décliner par tronçon. Et donc là, on va faire appel à des groupes de travail. Alors, il va y avoir des groupes de travail, bien sûr, à l'échelle du Rhône, mais il y en aura aussi par tronçon qui vont pouvoir permettre de décliner certaines actions de façon opérationnelle sur le territoire. Et puis, à l'échelle locale, qui est un peu grisée, un peu flottée, parce que cette échelle, elle relève pas à proprement parler euh, de la stratégie, puisque ben, les actions menées sur chaque site, ça dépend vraiment du gestionnaire du site, hein. À l'échelle de la stratégie, on n'a pas la connaissance des sites, on n'a pas la maîtrise foncière, on n'a pas l'accès aux subventions. Enfin, voilà, c'est pas nous qui allons mettre en place et on n'est même pas capable de dire les actions qu'il faudrait mettre en place exactement site par site. Par contre, l'idée, c'est que la stratégie doit produire des outils qui vont faciliter la prise de décision à l'échelle locale, surtout de façon à ce que cette gestion elle soit cohérente à l'échelle de l'axe. Euh, et puis permettre aussi des échanges entre gestionnaires pour avoir quelque chose le plus cohérent possible et aussi faire circuler l'information que toutes les connaissances qui existent à l'échelle locale puissent bénéficier à l'ensemble du réseau. Alors, comme si ces histoires de tronçons, c'était pas assez compliqué, on l'a dit tout à l'heure, on traverse plusieurs régions et donc on est en lien avec plusieurs stratégies régionales, dont 5 qui sont directement, où on a directement du territoire en commun. Alors ça, c'est à la fois une contrainte parce que nous, on arrive après ces stratégies régionales, donc il faut qu'on s'assure qu'on soit bien en phase avec ces stratégies. Et puis c'est aussi une opportunité parce que ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été réalisé d'identification des acteurs, des espèces, du travail aussi de sensibilisation, de formation. Ça veut dire aussi euh, on a ces réseaux pour s'appuyer dans la mise en place de notre stratégie. Et puis, on peut aussi comment dire, participer à mettre en lien ces stratégies pour assurer une cohérence à une échelle plus globale et du coup qui se rapproche plus de l'échelle du bassin, qui est l'échelle naturelle pour travailler sur ce genre de thématiques. Euh, voilà, donc concrètement, hein, on communique beaucoup avec, donc je communique avec les animatrices des stratégies régionales. On a utilisé des indicateurs communs pour faire les listes d'espèces. On a des formats de retour d'expérience, enfin d'outils qui vont être compatibles, etc. Et puis on va essayer aussi de synchroniser un petit peu nos agendas pour avoir le plus possible des actions qui soient en synergie et ben, pas faire le travail plusieurs fois, mais plutôt travailler intelligemment ensemble. Alors, donc les stratégies régionales, c'est une partie des acteurs de la stratégie, mais en fait, on a presque 300 acteurs différents qui sont identifiés, alors qui ne sont pas tous actifs avec la même intensité, on va dire, mais voilà, ça fait quand même beaucoup de monde, donc on a besoin de cadrer un petit peu tout ça, d'organiser. Et donc, on va avoir pour ça les comités et les groupes thématiques. Alors, dans les comités, on a notre comité de pilotage, hein, qui est composé des partenaires du plan Rhône-Saône, de la Fédération des conservateurs d'espaces naturels, puisque c'est nous qui animons, de l'OFB et de la DREAL de bassin. Ça va être l'organe de prise de décision. On va déterminer les orientations stratégiques de la stratégie. Puis on a le comité technique, où là, du coup, on va plutôt être sur les têtes de réseau, les partenaires à la fois scientifiques et techniques. Où là, l'idée, ça va plutôt être d'avoir euh, un éclairage technique et puis de pouvoir prendre des grands choix, des décisions sur des choix méthodologiques, voilà, de pouvoir proposer des choses les plus pertinentes possibles. Et puis, on va avoir nos comités de tronçons qui sont réunis donc par tronçon une fois tous les 2 ans, où là, c'est un peu tous les acteurs présents sur le tronçon à l'échelle locale qui vont être invités. Et l'idée, c'est que ça puisse nous permettre de faire vraiment le lien avec l'échelle territoriale et d'avoir une déclinaison opérationnelle, d'identifier les acteurs à impliquer, les contraintes spécifiques et les enjeux liés à chaque tronçon. À côté de ça, les personnes qui sont impliquées dans le réseau sont aussi réparties dans des groupes thématiques. Donc on a le groupe flore, le groupe faune, le groupe moyen, le groupe éducation à l'environnement, développement durable, le groupe formation pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres par la suite.
Et ces groupes, c'est à la fois, ils ont vocation à être des lieux d'échange entre personnes qui travaillent sur des sujets similaires. Et ils ont aussi vocation à être pour moi une ressource quand je vais lancer une action ou une sous-action. Eh ben, on a pré-identifié les groupes de travail impliqués, donc je vais aller solliciter les membres des groupes de travail pour mettre en place ces actions. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur le Rhône. Euh, Tout ça, c'était très rapide pour vous présenter ces deux réseaux, dont un qui a plus de 20 ans. Euh, donc on a fait un petit récapitulatif et si vous voulez, on peut faire un premier temps de questions-réponses maintenant pour si c'est respirer un petit peu avant qu'on vous présente un outil central dans le réseau, c'est les listes d'espèces et puis un peu tous les autres outils qu'on peut être amené à utiliser. Voilà. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions dans le chat ou... Non, il n'y a pas eu de questions dans le chat pour l'instant. Bon. Bah, s'il n'y a pas de questions, ce que je peux vous proposer, c'est on a prévu un petit questionnaire, un petit quiz. Je peux vous lancer ça. Donc, avant de passer à la suite, peut-être. euh, voilà. Carré. Merci Ah, Maud. voilà. Voilà. Donc, Petit temps de latence. euh, du coup, l'idée, c'est de... Donc là, on va parler de liste d'espèces. Et avant de vous présenter ça, on voulait avoir un peu votre avis sur, à votre avis, combien il y a d'espèces exotiques envahissantes sur le bassin de la Loire et sur l'axe Rhône. Alors, bien sûr, en fait, ça dépend de ce qu'on donne comme... Enfin, vous allez voir, hein, il y a... euh, C'est pas toujours évident de dire qu'est-ce que c'est espèces exotiques envahissantes. Est-ce qu'on compte les espèces potentiellement envahissantes? Est-ce qu'on compte que celles qui ont des impacts vraiment sur le territoire? Mais voilà, on voulait avoir un petit peu, là c'est plutôt les espèces potentiellement envahissantes sur chaque territoire qu'on va pouvoir retrouver dans nos listes. Donc je vous lance le sondage, prenez 1 ou 2 minutes pour y répondre. Normalement, vous devriez l'avoir vu s'afficher. Est-ce que c'est bon pour les participants? Moi, c'est affiché sur mon écran, ouais. Et les gens commencent à répondre. Ok, parfait. Marie, à nous, qu'est-ce que vous voyez les résultats du coup sur vos Oui, écrans? oui, on les Oui. voit Ouais, s'afficher je directement. l'aperçois aussi. Je sais pas si les participants peuvent les voir aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit ça, pardon. Mais non, bah, pour l'instant, il y a... Oui, alors, il y a encore 7 participants qui n'ont pas répondu à tout. Mais alors, peut-être que nous, on compte pas, peut-être moins 3 personnes. Ouais, nous, on compte pas. En tout cas, il y a au moins une personne qui a répondu pour Loire-Bretagne et pas pour le Rhône. Alors, je serais vexée qu'elle ne réponde pas pour le Rhône aussi. Ok, bah, ça bouge plus trop. Si, un petit peu. Ah. Alors, c'est drôle parce que je pense que vous êtes plutôt bon, Ouais. hein. Du coup, pour le bassin Loire-Bretagne, vous avez répondu majoritairement du coup entre 50 et 300, enfin du coup autour de 150, j'imagine, espèces. Et pour le Rhône, vous étiez plutôt entre 150 et 300. Je ne l'ai pas dit avant, mais du coup, on travaille à la fois sur les espèces végétales et sur les espèces animales. Et en fait, c'est assez proche de ce qu'on observe. Pour les personnes que ça intéresse, je vous mets les impressions d'écran des résultats dans le fil d'actualité. Voilà, super. Et bah, du coup, maintenant, je vous propose qu'on aille voir en détail comment toutes ces espèces, comment on sait qui est une espèce exotique envahissante et puis comment est-ce qu'on gère tout ça avec nos listes. Anouk, je te laisse la parole. Merci Marie. Donc oui, pour répondre un petit peu au quiz et on va revenir avec l'aspect plus bassin Loire-Bretagne en parlant un peu aussi des outils. Donc bah voilà, comme vous le voyez là sur cette carte, chaque commune là est représentée selon le nombre d'espèces exotiques envahissantes qui est présente sur leur territoire.
et en fonction de celles qui sont répertoriées en fait dans notre liste catégorisée. Donc l'idée vraiment principale ici, c'est de visualiser un peu déjà l'ampleur du phénomène qu'on a vu un peu dans l'introduction. On voit bien que la Loire se dessine bien sur cette carte. Et avec quelques chiffres clés, donc 63% en fait des communes du bassin, elles sont concernées par au moins une espèce exotique envahissante. On aura 38% qui vont être concernés par deux espèces et 11% par cinq espèces au moins. Donc voilà, ces chiffres, ils montrent vraiment un peu la problématique déjà, elle n'est pas isolée et que voilà, les espèces exotiques envahissantes, elles sont présentes sur vraiment tout le bassin. On va voir un peu maintenant en fait ce qu'on entend en fait comme outil par liste catégorisée et comment elle sert un peu à prioriser aussi les actions du réseau. Déjà pour mieux prioriser les actions sur le bassin, le groupe de travail du Loire-Bretagne, il s'appuie sur ce qu'on va donc appeler une liste catégorisée. Donc la première liste pour le bassin, il me semble qu'elle date de 2008. Donc il s'agissait d'une liste assez courte qui comportait une vingtaine d'espèces. Depuis, à chaque fois, il y a eu des mises à jour qui ont été faites assez régulières. Là, la dernière mise à jour date de 2020. Et donc la liste recense aujourd'hui donc voilà 108 espèces sur le bassin. On a 71 espèces végétales et 37 animales, dont 43 qui sont réglementées. Donc vous saviez eu tous plus ou moins la bonne réponse. Donc on était entre 50 et 150 espèces pour le bassin de la Loire. Donc l'objectif en fait c'est vraiment de classer. Donc l'objectif de cette liste, ça va être de classer un peu les espèces végétales et animales avec une même méthode, ce qui va permettre un peu de donner plus de lisibilité en fait déjà aux différentes catégories, tout en proposant en fait un peu une base de réflexion avec des objectifs de gestion en fait derrière et qu'elle soit déjà aussi comparable et cohérente entre les différents groupes d'espèces. Donc pour chaque espèce, nous on va avoir cinq catégories, une catégorie à surveiller, donc on entend par là plus des espèces dont la présence et le développement doivent être suivis. Des espèces émergentes qui commencent donc à apparaître et qui sont surveillées, voire aussi qu'il y ait de la détection précoce afin de pouvoir en fait mettre en place des actions d'éradication rapide, par exemple, pour limiter leur propagation. On a aussi des espèces donc considérées comme localisées qui sont présentes sur des zones plutôt restreintes enfin, et qu'il est possible de contenir, on va dire, voire d'éradiquer localement. Après, on a les espèces largement répandues qui, elles, sont déjà très implantées et pour lesquelles, en fait, là, on n'a plus vraiment d'objectif d'éradication. C'est plus de limiter leur propagation et de réduire les impacts qu'elles peuvent avoir. Et on a aussi donc des espèces sur le littoral. Comme on a vu tout à l'heure sur la carte du bassin de la Loire, on a aussi une partie un petit peu littorale qui, elles, vont nécessiter plus vraiment une vigilance particulière. Pour rentrer un petit peu plus dans la méthode en fait de cette liste, on s'est inspiré de plusieurs travaux scientifiques. Donc, on va faire un croisement déjà entre le potentiel invasif des espèces. Donc, ça va être un peu, comme disait Marie, leur capacité de dispersion, d'évaluation aussi des impacts qui vont être occasionnés par ces espèces et de leur répartition déjà actuelle sur le bassin avec les données dont on dispose. C'est vraiment un travail qui vise à identifier les espèces déjà donc selon leur gradient de capacité à se développer, à se propager et à impacter les milieux naturels et les usages. Tout ça en fait calculé sur un peu et recherché sur une base de littérature existante scientifique et aussi expérimentale. Donc l'utilisation en fait de la méthode, nous, elle prend également en compte tous les stades de colonisation des espèces qu'on a vu aussi plus tôt dans la première partie. Et c'est comme ça qu'on obtient en fait les catégories que je vous ai citées juste avant. Et donc ça permet en fait en fonction de ces catégories de réfléchir un peu à des mesures de gestion, de confinement, la veille, de la lutte ciblée
et de les planifier en fait. Là, il y a un petit peu ici pour illustrer en fait un exemple hein, de méthode de gestion ou de réflexion qu'on peut avoir derrière quand on est face un peu à des espèces et qu'on prend notre liste catégorisée et qu'on dit bah tiens, voilà, j'ai une liste, j'ai une espèce qui est en situation d'émergence, comment je dois réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Donc, et bah, par exemple, on disait que tu allais une espèce hein, émergente, ça veut dire qu'elle vient d'apparaître sur le bassin, et donc ça va être plus des actions qui vont être ciblées à l'échelle locale, d'éradication quand on peut, pour empêcher en fait son implantation et sa propagation sur le reste du bassin. Après, on a des espèces donc localisées aussi, où là, par exemple, en fait, c'est donc sur certaines zones, elles sont évaluées aussi selon leur front de colonisation. Si elles représentent aussi un risque de dispersion, eh ben, elles vont faire un peu l'objet d'une gestion ciblée pour limiter, par exemple, leur impact, pareil, et leur propagation sur le reste du territoire. On a les espèces après aussi largement répandues, où, comme je disais tout à l'heure, elles sont donc déjà implantées. Et en fait, dans ce cas, ça va être plus on va évaluer vraiment s'il y a une priorité à mettre sur la gérer ou non, parce que ne pas la gérer, c'est aussi une action de gestion. Et ouais, en fait, on voit ça en fonction des impacts et de ce qu'elle peut avoir sur le milieu. S'il y a des enjeux aussi, enfin, ça permet d'adapter les actions pour voir aussi s'il y a des enjeux économiques ou sanitaires suivant les situations un peu locales, on va dire, qu'on peut mettre en place. Donc voilà, ce schéma, il montre un peu comment, enfin, comment déjà on catégorise les espèces. Et après, voilà, ça sert un peu de guide pour prioriser les types d'actions et mettre en œuvre en fait un peu la réflexion à faire en amont avant de faire l'action de gestion en elle-même sur le terrain. Donc, pour illustrer un peu plus concrètement en fait tout ça, et ben voici quelques déjà exemples d'espèces qui sont un peu représentatives chacune des grandes classes. Et ben, pour des espèces largement répandues, vous devez sûrement les connaître. Donc, on va avoir les Jussies, euh, qui elles sont très envahissantes dans les milieux aquatiques et humides. Elles forment donc des tapis très denses qui étouffent souvent la végétation locale et gênent aussi les usages. On va avoir tout ce qui est c'est aussi les renauds asiatiques qui colonisent en fait largement, par exemple les berges ou aussi des zones plus perturbées et qui ont des impacts vraiment forts sur la biodiversité et sur la stabilité des sols. On va avoir aussi en espèces émergentes plus l'érable negundo qui lui, donc il est très présent le long des cours d'eau et dans les zones alluviales. Il fait aussi partie un peu des espèces qui sont largement répandues basées sur le bassin et sur lesquelles les gestions se concentrent en fonction de si c'est un site à enjeu ou non. Pour les espèces un peu plus localisées, donc sur le bassin, hein, à chaque fois c'est vraiment la vision bassin, on retrouve de l'ambroisie qui, elle, présente surtout, enfin, elle est présente surtout sur certains secteurs. Et là, on a vraiment des enjeux sanitaires avec cette espèce, mais aussi écologiques. On a aussi la passe-palle à deux épis, qui elle est une graminée aquatique qui est encore un peu répandue, mais où son expansion dans certaines zones humides commence déjà à bien se voir. Donc là, c'est pour ces espèces, je rappelle un peu l'objectif, c'est plus de les contenir en fait leur progression et d'éviter qu'elles deviennent plus largement implantées sur le territoire. Et donc d'autres espèces qui sont considérées comme émergentes et pour lesquelles on surveille un petit peu leur, euh, leur progression. On va avoir l'hydrocotyle fausse renoncule et le myriophylle hétérophile, qui sont deux plantes aquatiques encore peu présentes, mais voilà pour le moment. Et donc elles ont un fort potentiel invasif aussi, qui a été éprouvé aussi ailleurs en France. Donc c'est voilà, ce sont des espèces qui ont un stade sur lesquelles on va mettre en place plus des interventions, de la détection précoce et
et des actions de, peut-être d'éradication quand on peut, ou de gestion assez efficace dès qu'on a une donnée signalée à un endroit. Et sur le Rhône, comment ça se passe? Et bien sûr, le Rhône. Alors, juste avant de parler vraiment du Rhône, euh, je voudrais compléter un petit peu donc, en vous disant que la méthode que vous a décrite Anouk, c'est une méthode qui est largement répandue, qui est beaucoup, enfin, à quelque chose près, parce qu'après, chacun adapte un petit peu en fonction de son contexte particulier, mais c'est les méthodes qui vont être utilisées pour faire les listes des stratégies régionales et les listes CBN que vous connaissez peut-être. Enfin, en tout cas, ça va être des choses très similaires. Euh, Et sur le Rhône, et ben en fait, à l'inverse de ce qui s'est passé sur la Loire, où donc, la liste qui a été faite dans le cadre du GT Loire-Bretagne, elle a été réutilisée ensuite comme base pour les listes des stratégies régionales. Et ben nous, quand on a commencé à vouloir travailler sur nos listes l'année dernière, eh ben, il existait déjà beaucoup de listes sur le territoire. Il y avait la liste d'usage, il y avait les listes des CBN, donc CBN alpin, Massif central et méditerranéen. Il y avait les listes régionales, et puis il y avait d'autres listes de certains acteurs que certains acteurs avaient en interne, par exemple des départements, des choses comme ça. Ces listes, elles sont utilisées pour identifier ben, pour les gestionnaires, quelles espèces prioriser à l'échelle locale, sur lesquelles c'est important d'agir, sur lesquelles on peut juste se contenter de surveiller et de voir comment ça se passe. Et puis elles sont aussi utilisées par les financeurs pour définir les projets qui vont prioriser bah, pour financer. Euh, et donc, nous, on s'est posé la question de est-ce qu'on avait besoin de refaire une liste, sachant que toutes ces listes existaient déjà sur le territoire. Le problème, c'est que notre territoire, on l'a vu tout à l'heure, bah, en fait, il passe sur plusieurs régions. Enfin, on avait plusieurs listes qui se superposaient, mais pas toutes sur tout le territoire. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et puis, nous, on voulait avoir vraiment quelque chose, ben, en fait, à notre échelle de travail, euh, pour répondre à la question de ben, quelles espèces on va vouloir prioriser pour les actions de la stratégie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà regroupé toutes les espèces qui étaient présentes dans les différentes listes du territoire. Ça nous a beaucoup aidé. On est arrivé à un catalogue où on a 180 espèces pour la flore et presque 100 pour la faune. Donc, on est autour de 250-300 espèces. Et donc, ça fait beaucoup d'espèces. Et on s'est demandé, ben, pour quelles espèces est-ce que le fait d'avoir des actions en collaboration entre les acteurs à l'échelle de l'axe va permettre d'obtenir des meilleurs résultats que si chacun agit de façon individuelle sur son site avec, par exemple, ce qu'on va avoir au niveau des stratégies régionales. Et pour répondre à cette question, ben, on s'est intéressé à plusieurs types d'actions qu'on va mener dans le cadre de la stratégie. Donc des actions de prévention, des actions de détection, des actions de gestion des populations et de gestion des impacts. Alors la différence entre les deux, c'est que pour la gestion des populations, on va essayer d'identifier des espèces pour lesquelles on peut avoir un objectif de gestion à l'échelle de l'axe. Donc ça veut dire des espèces qui ne sont pas répandues à l'échelle de l'axe, sur lesquelles on peut encore envisager d'éradiquer la population dans le meilleur des cas, ou de la contenir de façon à ce qu'elle ne colonise pas le reste du milieu. Pour d'autres espèces, comme la Jussie ou la renouée, ben, c'est des espèces qui ont beaucoup d'impact, donc ça va être important de les gérer, mais on va gérer vraiment avec cette idée euh, enfin, en fonction des enjeux qu'on va avoir localement. Et puis, on a aussi des actions liées à l'acquisition de connaissances sur les espèces, donc sur leur dynamique locale et régionale et leurs impacts, et puis aussi sur les méthodes que nous, on va pouvoir utiliser pour détecter et gérer ces espèces. Il ne faut pas oublier que avoir des méthodes de gestion, c'est bien. En fait, il y a beaucoup d'espèces, notamment côté animal, où la détection, c'est vraiment quelque chose de très important et de pas si évident que ça. Euh, voilà. Et donc, pour chacun de ces volets d'action, on veut avoir deux listes. Une liste priorisée des espèces pertinentes, c'est-à-dire qu'on va identifier ben, quelles espèces sont pertinentes pour ce volet et on va les prioriser. Et puis, une liste d'espèces cibles, c'est des espèces sur lesquelles on va être proactif dans le cadre de la stratégie. Donc, on va réduire le nombre d'espèces, hein. Mais l'avantage d'avoir ces deux listes, c'est que nous, on saura vraiment sur quelles espèces on veut appuyer nos actions, les espèces qu'on va vraiment prioriser. Et puis, la liste des espèces pertinentes, elle va nous permettre d'identifier, ben, OK, est-ce que déjà c'est pertinent d'avoir tel type d'action sur telle espèce? Et puis, elle va permettre aussi aux gestionnaires, par exemple, notamment pour les listes de gestion des populations et de gestion des impacts, même si elle n'est pas dans notre liste d'espèces priorisées, si quand même elle a un score élevé
de priorité dans la liste des espèces pertinentes, ben, en termes d'outils d'aide à la décision, ça va être pris en compte. Ça peut aussi nous permettre de décider est-ce qu'on va soutenir des actions qui sont portées par d'autres acteurs en fonction des espèces que ça touche, est-ce que ça nous paraît pertinent à notre échelle? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être très pertinent de mener une action sur une espèce, euh, sur un site donné d'après la stratégie régionale, et pas du tout à l'échelle du fleuve, et inversement. Donc voilà, il faut prendre ça en compte et arriver à jongler avec ces différentes échelles. Euh, j'en parlerai tout à l'heure, d'où l'importance d'avoir des bons outils d'aide à la décision. Mais revenons aux listes. Pour aboutir à ces listes, on va avoir deux étapes. La première, ça va être une étape très mécanique, où on a 6 indicateurs qu'on va définir pour chaque espèce. Et on va avoir un système de points en fonction de ces indicateurs qui va être différent en fonction de chaque volet, puisque ben, on ne va pas cibler les mêmes espèces pour faire de la prévention ou pour faire de la gestion des impacts. Si on en est à faire de la gestion des impacts, ça veut dire que la prévention, c'est plus la peine, parce qu'on a déjà une dynamique de la population qui est trop forte, qui n'est pas impactée par l'introduction. Voilà. Donc ça va nous permettre d'avoir nos listes d'espèces pertinentes priorisées. Et puis, pour passer de notre liste d'espèces pertinentes priorisées à notre liste d'espèces cibles, bah là, on va concerter, on va aller chercher l'information auprès de nos experts du DGT Faune et Flore, et on va pouvoir prendre en compte d'autres, à la fois prendre en compte des retours de terrain, parce que nos indicateurs, ils sont construits sur comment dire, sur des informations qu'on a, mais qui prennent pas forcément en compte les avis d'experts. Donc, on va pouvoir là introduire ça dans la réflexion. Et puis, on va pouvoir aussi introduire d'autres indicateurs. Par exemple, euh, dans les indicateurs, les impacts, on considère que les impacts sur les écosystèmes et les espèces. Et pendant la deuxième phase, on va pouvoir introduire les impacts sur les usages ou sur la santé, par exemple. On va pouvoir aussi introduire des choses comme bah, est-ce qu'il y a déjà des réseaux qui existent? Par exemple, l'ambroisie ne fait pas partie de nos espèces cibles parce qu'il y a déjà un réseau efficace organisé par les fredons sur cette espèce. On ne va pas leur piquer leur travail, on n'arrivera pas à faire mieux qu'eux. Euh, donc, ça va être une espèce qui va être plutôt avec une forte priorité dans notre liste, mais on ne va pas la garder dans notre liste d'espèces cibles. Euh, voilà un petit peu pour ces listes. Et du coup, elles peuvent être utilisées de deux façons. À la fois, là, si on a une lecture horizontale, donc je suis un gestionnaire, j'ai une espèce sur mon site, ben, je vais regarder pourquoi est-ce que, enfin, ces scores, et du coup, sur quel type d'action ça va être pertinent de mener ces actions sur cette espèce. Et puis, ben, côté stratégie, quand on veut mener une action, par exemple, je veux organiser une session de formation à l'identification, bah, je vais aller regarder dans ma colonne détection, c'est quoi les espèces cibles ou prioritaires pour, pour la détection. Voilà. Donc ce travail, on l'a fait pour la flore. Voilà, on a finalisé les listes qui ont été validées il y a quelques mois. Et c'est encore en cours pour la faune. Mais pour la flore, donc, on a 30 espèces qui sont sur nos listes cibles. Vous avez un petit panorama ici, enfin vous avez le panorama complet. J'ai réussi à toutes les rentrer. Euh, voilà. Et donc avec des interactions entre mes différents volets. C'est-à-dire que par exemple pour la détection, on va retrouver les 30 espèces, puisque bah, si on veut mener des actions sur une espèce, on a besoin de savoir où elles sont. Ça paraît assez évident. Et voilà pour moi. Et alors, ces listes d'espèces, c'est quelque chose qui est très important, qui est central dans toutes les stratégies. Par contre, c'est pas le seul outil qu'on développe, bien entendu. Et là-dessus, Anouk va pouvoir vous dire tout ce qui a été fait déjà au niveau du bassin Loire-Bretagne. Et bah, comme on fonctionne en réseau, et bah, c'est une approche déjà collective qui a permis de mettre en place des méthodes et des outils partagés. Donc là, on vous a présenté chacune les listes d'espèces, mais on a aussi d'autres outils, notamment sur le bassin Loire-Bretagne, qui vont permettre un peu de soutenir bah, les gestionnaires et les acteurs qui sont concernés par les espèces exotiques envahissantes. Et ces outils sont donc développés dans le cadre du groupe de travail, voilà, pour apporter de l'aide à la gestion. Peut-être que vous en avez déjà croisé ou vu. Donc, on a le guide d'identification des principales plantes exotiques envahissantes du bassin de la Loire. Euh, voilà, qui lui existe.
en version petit livret pour le terrain. Et aussi, on peut tous nos outils, en fait, on peut les retrouver en ligne sur notre site, le Centre de ressources Loire Nature. On a donc le manuel de gestion qui, lui, bah, permet un peu de décrire le cheminement à apporter sur la réflexion et bah, de gestion, en passant aussi bien par les définitions, le côté aussi un peu réglementaire, et en ayant aussi les descriptions de méthodes de contrôle et d'éradication adaptées selon les espèces, et de voir aussi, d'avoir un peu des retours d'expérience de ce qui se fait aussi sur le bassin. On a des listes donc catégorisées qu'on vient de vous présenter, aussi des listes d'alertes qui sont eux donc plus des outils de priorisation et voilà. On a aussi l'Atlas qui, lui, avait été réalisé, enfin, c'était un peu une cartographie de la présence en fait des espèces exotiques envahissantes sur le bassin qui avait été fait lors de avec des données jusqu'en 2015-2016, où voilà, ça donnait la répartition des espèces par espèce donc sur le bassin. Après, on a plus donc ça c'était plus, on va dire, des outils techniques. On a aussi des outils orientés au niveau de la sensibilisation, de la communication. Donc, bon, les fiches retour expérience et les fiches d'alerte, ce sont un peu des outils qui vont être transversaux entre technique et sensibilisation. Retour d'expérience, ça permet de partager les bonnes, mais aussi bah, les mauvaises pratiques, ou de tirer un peu les enseignements bah, des opérations de gestion qui ont été faites sur le terrain, et aussi souvent de donner une idée des coûts que cela engendre en fait. Ensuite, on a une exposition qui est sous forme de 11 kakémonos et là qui balaye la thématique espèces exotiques envahissantes. Donc, on parle vraiment de la définition, on parle des milieux, des impacts sur la santé humaine, sur économique, sociaux, sur la gestion, la coordination du bassin, partie aussi réglementation. Voilà, ça balaye vraiment un peu tout. Donc, cette exposition, elle est disponible en prêt gratuitement sur le bassin. Il suffit de nous contacter. Et voilà, c'est sous convention et on vous l'envoie. C'est aussi possible de la reproduire pour vous si vous avez beaucoup de formations ou d'événements et que vous voulez l'utiliser régulièrement. C'est possible aussi de la reproduire de votre côté en passant par nous. On a des affiches aussi qui sont ressorties il n'y a pas si longtemps. Voilà, parce qu'une exposition au Kakimono, c'est bien, mais ça prend de la place souvent. Et donc l'affiche, c'est un peu ce qui va rester et ce qu'on peut afficher, voilà, pour parler de la thématique et sensibiliser à ce sujet-là. Donc, comme je vous disais, on a notre site internet, le Centre de ressources Loire Nature, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les infos sur la partie espèces exotiques envahissantes. On a aussi une partie donc, sur les zones humides et tous les outils sont centrés là-dessus. Et donc, bah, voilà, la fiche d'alerte qui, elle, intervient plus dans la détection précoce. C'est vraiment un outil simple pour signaler un peu la présence de nouvelles espèces sur le bassin et de pouvoir aussi, voilà, d'avoir un support de communication pour faire passer l'info. Et sur le Rhône. Bon, alors sur le Rhône, alors je vais passer assez rapidement parce qu'on a eu un petit problème de diapo et puis en fait, je vous l'ai déjà dit, hein, on lance la stratégie l'année prochaine. Donc pour l'instant, à part les listes d'espèces dont on a besoin pour construire tout le reste, on n'a pas d'outils qui ont été développés dans le cadre de cette stratégie. Par contre, on a prévu de faire plein de choses. On a prévu de faire des outils d'aide à l'identification un peu sur sur le format de ce qui s'est fait sur le bassin Loire-Bretagne. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un guide spécifique sur notre territoire? C'est parce que, je l'ai expliqué en introduction, en fonction des bassins, on n'a pas les mêmes espèces. Moi, dans mes 30 espèces cibles pour la flore, en fait, il n'y en a que la moitié qui sont dans le guide d'identification Loire-Bretagne. Donc on a besoin vraiment d'outils qui soient spécifiques, même s'ils sont sur le même modèle que ce qui va se passer dans d'autres stratégies, enfin d'autres choses qui existent déjà. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi, de façon générale, dans tous les outils qu'on va développer, on essaie de s'appuyer au maximum sur ce qui existe déjà, parce que le but, c'est d'être efficace, pas de réinventer l'eau chaude. Euh, et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on prévoit l'année prochaine d'avoir un stagiaire qui fera un peu
La synthèse de tout ce qui existe sur notre territoire et sur le territoire Loire-Bretagne comme outil de communication, de transmission de l'information, et d'aller voir d'enquêter auprès des gestionnaires pour savoir ben, voilà, qu'est-ce qu'ils trouvent le plus utile, qu'est-ce qui est vraiment utilisé, comment, etc., pour déterminer notre propre plan de communication. Bon, en tout cas, même avant ce stage, on sait qu'on va faire des outils d'aide à l'identification, des outils d'aide à la décision aussi, qui sont très importants parce que, je l'ai mentionné, on est un territoire où il y a beaucoup de choses qui se superposent hein, entre le SDAGE, entre les stratégies régionales, plus nous. Ça peut être compliqué pour le gestionnaire de s'y retrouver et de savoir quoi faire. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des outils qui permettent d'arriver rapidement, facilement à voir tout ça de façon globale et à avoir des préconisations sans avoir besoin d'aller chercher dans toutes les listes de toutes les stratégies qu'est-ce qui est préconisé et d'avoir à faire la synthèse. Voilà, ça sert à rien que tout le monde s'amuse à faire ce travail, ça peut être fait une bonne fois pour toutes. Et puis aussi, ben, on aura bien sûr des outils de communication auprès du grand public, mais aussi auprès, par exemple, de socioprofessionnels. Par exemple, on peut penser au BTP, voilà, des guides de bonne pratique. Alors, il y en a déjà qui existent, hein. Bien sûr que la première chose qu'on fera, c'est de diffuser et de faciliter l'accès à ce qui existe. Mais voilà, sur ce qui peut manquer, ben, on sera aussi acteur de la, de la construction de ces outils de façon à... Voilà. Et d'autres outils qui sont intéressants dont je voulais vous parler, ça va être des outils où l'objectif, ça va être de faciliter les interactions entre les gestionnaires, entre les différents acteurs, par exemple avec des annuaires cartographiques et des cartographies des actions qui sont déjà en place, donc pour permettre aux acteurs, à un gestionnaire, par exemple, quand il a une espèce sur son territoire, de voir les autres gestionnaires qui sont aussi concernés et de voir avec eux ben, qu'est-ce qu'ils font et de pouvoir échanger directement comme ça sans forcément passer par nous qui organisons un webinaire sur une espèce ou quelque chose comme ça. Et puis un autre, j'ai vu que dans le chat, il y avait eu quelque chose sur la gestion des déchets, des espèces exotiques envahissantes, parmi les acteurs qui seront dans l'annuaire, on aura aussi, par exemple, les structures qui peuvent gérer ces déchets, notamment du coup dans le cadre, alors sur Auvergne-Rhône-Alpes, du travail qui a été fait par le Seine Auvergne justement sur identifier les lieux, les structures qui sont capables de composter, de méthaniser, enfin en tout cas de gérer ces déchets. Voilà, c'était très rapide, mais en même temps, c'est des choses qu'on projette de faire. Donc, euh, donc voilà, et maintenant, ce que je vous propose, c'est ben, un dernier temps d'échange. Alors bien sûr, si vous avez des questions, ben, on est toujours, peut-être qu'il y a plus de choses dans le chat maintenant, ben, on est toujours là pour répondre à vos questions. Et puis, nous aussi, on avait quelques questions à vous poser. Notamment, on aimerait bien savoir, est-ce que vous les connaissiez déjà, ces outils, donc pour le bassin de Loire-Bretagne, bien sûr. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en utiliser? Est-ce que vous les utilisez souvent? Est-ce que maintenant que vous les connaissez, si vous ne les connaissiez pas avant, vous auriez envie de les utiliser? Et puis, si oui ou sinon, quels sont les outils qui vous paraissent les plus importants pour vous et voilà, que vous aimeriez voir développer prochainement? Merci Marie. Je me permets en attendant d'ajouter là, et ça répond aussi un peu à la question que j'ai, enfin à la question, la remarque que j'ai vue sur la gestion des déchets issus des espèces exotiques envahissantes. Justement, on a fait une journée technique il y a 2 ou 3 semaines de ça sur ce sujet-là avec le groupe de travail où on s'est déplacé en Auvergne pour donner suite un peu au travail qu'ils avaient fait de recherche un peu de structures pouvant prendre en charge les déchets de plantes exotiques envahissantes quand on fait des chantiers de gestion. Et donc voilà, ça a permis un peu de visiter déjà des structures qui prennent en charge les espèces exotiques envahissantes et d'autres aussi qui n'en prennent pas et pourquoi elles n'en prennent pas et pourquoi elles ne veulent pas en prendre. Donc voilà, c'est une dynamique qui est lancée et pour laquelle on est de plus en plus questionné et voilà, on commence, on va mettre aussi en place des choses là-dessus à l'échelle du bassin de la Loire, Loire-Bretagne. Du coup, je peux peut-être répondre à la question de Mathieu Lamure de la métropole de Lyon.
puisque j'imagine que ça s'adresse à moi plutôt, la métropole de Lyon. Du coup, qui nous dit que ben, la stratégie proposée repose sur un inventaire fin du territoire et une connaissance des espèces. Comment est-ce possible d'avoir une vision globale alors que de nombreuses zones sont soit sans gestionnaire, soit avec des gestionnaires qui ne sont pas spécialistes? C'est une très bonne question. Euh, Parce que c'est vrai que nous, par exemple, pour faire les listes d'espèces, on s'appuie on s'appuie donc principalement, hein, la première étape, ça va être d'aller chercher tout ce qui est disponible au niveau du SINP. Donc normalement, tous les gestionnaires doivent faire remonter, et tous les gestionnaires, mais d'ailleurs même les bureaux d'études, etc., sont censés faire remonter leurs données. Alors c'est pas toujours le cas, mais on a quand même une première vision à ce moment-là. Et comme c'est pas suffisant et ni suffisamment précis, ce qu'on fait, c'est que ensuite on demande à tous les acteurs de notre réseau, pour les espèces sur lesquelles on a des doutes, c'est-à-dire que les espèces qu'on identifie comme absentes du territoire ou émergentes, euh, eh ben on va faire euh, à passer un questionnaire avec donc vous l'avez probablement vu passer l'année dernière pour la flore, avec ces espèces-là, une fiche sur l'espèce et donc les endroits où on l'a identifié en demandant bah, est-ce que vous l'avez sur vos sites. Après, c'est sûr que en fait, quand les personnes ne sont pas capables d'identifier l'espèce sur le terrain, et on va pas se mentir, hein, la plupart des agents qui sont sur le terrain, bah, c'est pas leur rôle, c'est pas leur spécialité, ils vont pas forcément les identifier. Mais d'où l'importance de toutes les actions qu'on va avoir autour de la formation. Notamment, par exemple, là, en début d'année, je participais à animer une formation à EDF pour des agents de terrain euh, sur l'identification des espèces exotiques envahissantes. Donc voilà, là, l'idée, c'est qu'on va essayer de former un maximum de personnes sur le terrain à nos... et qui ne sont pas forcément ni gestionnaires. Enfin, ça peut passer par les agents des espaces verts dans les collectivités territoriales, ça peut passer par exemple par les agents CNR ou EDF qui sont quand même présents sur l'ensemble et beaucoup présents sur le Rhône. Euh, Ça va beaucoup passer par les former et les sensibiliser pour que eux puissent être acteurs justement de faire remonter ces informations. Et on a bien conscience que les données qu'on a sont partielles. Mais en même temps, bah, il faut bien commencer avec quelque chose. Donc on commence comme ça. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond. Merci Marie. Dans ce cas-là, je propose peut-être d'embrayer sur la question d'Alexandre aussi, que je réitérerai quand Anouk reviendra, où il questionne le fait que certains élus ne sont pas toujours sensibles à la biodiversité et à l'enjeu de financer la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Est-ce que vous avez des arguments particuliers ou des retours d'expérience de mobilisation des élus qui ont fonctionné? Oui, bah, je pense qu'Anouk sera mieux Ouais. pareil pour répondre à cette question-là, puisque nous, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais je pense que le gros argument, c'est il faut sortir les chiffres et dire ça coûte tant et ça vous coûtera moins. Et notamment sur les espèces réglementées où en fait il y a quand même une obligation. Enfin, là, il y a la renouée qui vient d'être ajoutée, enfin qui a été ajoutée cet été sur les listes européennes et du coup sur les listes françaises. Ben, c'est un coût énorme en fait. Alors on sait que bien sûr que c'est pas parce qu'elle est réglementée qu'on va aller la gérer de partout parce que ben, à l'impossible, nul n'est tenu et même l'État ne le fera pas hein, sur le domaine public. Mais je pense que c'est un gros, ouais, c'est quelque chose d'important. Puis après, il faut aller essayer de toucher la sensibilité de chacun parce que c'est des espèces qui ont, nous dans le cadre de la stratégie sur le Rhône, on a fait le choix d'avoir un prisme très biodiversité parce qu'on est dans le volet biodiversité du plan Rhône-Saône. Mais en fait, c'est des espèces qui n'ont pas des impacts que sur la biodiversité. Enfin, déjà, ces impacts sur la biodiversité, ils peuvent avoir des impacts sur les services, sur les paysages, etc. Mais c'est aussi des espèces qui ont des impacts sur les infrastructures. Enfin, je pense à l'élante, par exemple. C'est vraiment... Enfin, en ville, c'est catastrophique, sans parler des milieux naturels. Et puis, après, bon, voilà, sur la santé, c'est quand même plus restreint. Enfin, il y a moins d'espèces qui sont concernées, mais c'est quand même des thématiques qu'on voit, enfin, qui sont de plus en plus visibles et ouais, bah, faut communiquer. Et du coup, je sais pas si Anouk, tu as des exemples concrets de communication qui ont particulièrement marché. Mais je sais aussi au niveau du Rhône,
Déjà en début d'année, avec les municipales qu'il va y avoir l'année prochaine, enfin, et voilà, il y avait déjà une réflexion sur comment on fait pour sensibiliser les nouveaux élus à nos enjeux dans les espaces naturels. Désolée pour ce petit contretemps. Euh, des exemples vraiment concrets, j'en ai pas vraiment là comme ça moi à donner. Par contre, en fait, sur ce sujet-là, parce qu'on parle des élus aussi, mais il y a d'autres parfois, hein, enfin, publics qu'on a en face de nous qui ont du mal déjà à comprendre un peu la thématique, et donc après encore plus de mal à se dire, bah, il faut agir ou il faut faire quelque chose. Et là, en fait, on est en train aussi un peu de développer des outils plus en lien avec les sciences humaines et sociales, en fait, et les espèces exotiques envahissantes. Donc l'idée, ce serait d'avoir un peu, par exemple, des fiches ou un peu des boîtes même à vocabulaire ou tout ça, qui permettraient déjà de, un, de faire comprendre un peu mieux la thématique et aussi de voir les arguments ou les points qu'on un peu clés et impactants qu'on peut apporter suivant la personne qu'on a en face de nous, en fait. Comment on peut réussir à attirer son attention et à lui montrer en fait que si, il faut pouvoir faire quelque chose là-dessus et que c'est bien de le faire en amont et non pas une fois que l'espèce est déjà implantée. Mais voilà, on est en train un peu de développer des travaux avec une chercheuse notamment, Anna Tlan, qui travaille sur l'aspect voilà, sciences humaines et sociales en lien avec les espèces exotiques envahissantes. On a fait un séminaire début d'année à ce sujet-là, donc à destination du groupe de travail. Et si ça vous intéresse, alors je ne sais pas si je peux vous mettre le lien là, mais sur le centre de ressources, on a un peu déjà le compte-rendu de cette journée et un petit peu déjà les prémices de réflexion, d'outils qui pourraient être créés pour ça et l'accompagnement aussi qui pourrait être apporté derrière. Donc, si aussi vous avez des cas ou des besoins en particulier en fait à ce niveau-là, vous pouvez vous tourner vers nous. Et voilà, ça enrichira les réflexions là-dessus et ça nous permettra de faire des outils le plus concrets possible et qui peuvent aider vraiment à ce sujet-là. À la suite de la pêche en ligne, j'enverrai de toute façon un lien avec le lien de rediffusion ou la présentation. À la rigueur, Anouk ou Marie, vous pourriez aussi me transmettre des ressources supplémentaires pour apporter plus d'informations. Oui, et puis on l'a pas dit, mais tous les outils qu'a présenté à nous qui sont aussi disponibles sur le centre de ressources, exactement, du centre de la Bretagne, elle vient de nous mettre Je vais les lire. le lien, Mais mais voilà, et oui, et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, enfin on a encore quelques minutes, mais si vous avez des questions à l'issue de cette présentation, il y a nos adresses mail qui sont sur la première diaporama. Je crois peut-être même qu'on les a remis à la fin. qui sont Euh, oui, juste ici. Hop je sais là. plus. Et puis, Ah, si tu veux peut-être conclure. ouais. Et puis Plus. du coup, si, ouais, je sais pas s'il n'y a pas Et si, il y d'autres. a encore une Ah autre si, il y a encore question. une question. Ouais. Ah bon, bah alors on prend l'autre question. D'Alexandre Manzania aussi sur est-ce que dans le cadre de vos réseaux, il y a des documents partagés comme des annexes de CCTP pour des marchés publics, pour les prestataires de chantier et d'entretien, des documents de sensibilisation pour le grand public, mais ça c'est ce qu'on a vu notamment dans le centre de ressources, pour les élus, les pépinières, les services techniques, enfin, et les services techniques de collectivité. Alors Donc du coup, pour plein d'acteurs. de notre côté, pas encore, mais c'est prévu. J'ai parlé de l'annuaire aussi. L'idée, ça va aussi d'identifier justement les prestataires et de pouvoir avoir, enfin voilà, entre gestionnaires, de se dire, bah, moi j'ai fait appel à tel prestataire, je sais qu'ils font du bon travail sur telle espèce, ils sont bien équipés et ils font bien attention à pas faire de la dispersion en même temps qu'ils font de la gestion. Parce que c'est important, en fait, on a beaucoup de retours où on nous dit, mais en fait, on leur a donné les consignes et puis finalement, ça a été fait n'importe comment et on se retrouve avec... Enfin, encore il y a quelques jours, là, j'étais sur une visite de site dans la Dombes et en fait, où il y avait eu de la gestion de la Jussie, mais donc ils avaient ramassé la Jussie et ils l'avaient juste posée sur le bord.
Alors la Jussie, bah, ça reprend quoi. Enfin, donc elle était en fleurs, super. Et voilà, donc c'est important d'avoir ça aussi. Euh, et je sais pas, peut-être Anouk, tu peux compléter. Ben, en fait, il y a aussi, on a parlé rapidement du centre de ressources national sur les espèces exotiques envahissantes. Donc voilà, ils ont aussi un site assez complet là-dessus sur lequel on peut retrouver peut-être des, des petits guides qui sont faits aussi ailleurs que nous sur les bassins pour le territoire français et qui aident un peu à la prise de décision, tout ça. Après, nous, on peut aussi, dans certains cas, en fait, aider à l'accompagnement, bah, que ce soit enfin, mettre en réseau déjà suivant les coordinations territoriales, tout ça, c'est elles qui peuvent vous accompagner et nous aussi sur soit voilà, des opérations de gestion, mettre en place même des protocoles tests de gestion sur certaines espèces quand le milieu peut. Donc c'est plus sur de l'accompagnement, tout ça, mais des outils en eux-mêmes, j'en vois pas là comme ça qui aident vraiment comme ça. C'est plus de l'accompagnement suivant les cas. Ok. On a aussi encore une autre question sur l'existence de listes de décharges agréées pour le traitement des espèces exotiques envahissantes, mais j'imagine que c'est peut-être aussi quelque chose qui figurerait dans l'annuaire à venir. Oui, et puis en fait, il n'y a pas vraiment de décharge agréée ou pas. C'est plutôt que elles acceptent ou pas les espèces exotiques envahissantes. Dans la pratique, elles en gèrent toutes parce que ben, en fait, les déchets des privés, ça va souvent être par exemple du laurier cerise. Euh, mais elles acceptent pas forcément. Enfin, quand on est gestionnaire et qu'on arrive avec un certain volume, c'est pas forcément accepté. Mais donc, je vous ai mis le lien là vers l'Observatoire régional de la biodiversité sur la page sur la gestion. Et je pense qu'il y a un peu enfin, il y a beaucoup d'informations qui sont là. Alors, je vois pas. Enfin, euh, vous pouvez aller chercher par ici des informations. Ok. Et par rapport aux bambous, les bambous, ils sont considérés, mais bah, par exemple, moi, ils sont pas ressortis dans ma liste. Euh, voilà. Mais par contre, oui, ils font partie des espèces qui sont considérées, enfin, en tout cas, qu'on va catégoriser dans les stratégies régionales. On va avoir des fiches sur le centre de ressources nationales, etc. Mm. Et puis, il faut faire attention, il y a aussi peut-être mettre le lien sur le centre de ressources nationales. Il y a une page sur les déchets. Alors, j'essaie de la trouver rapidement, mais sinon, je l'enverrai à Julie. Oui, je la relayerai, oui. Tout à l'heure, il y a aussi une page qui est vraiment très bien faite avec un tableau qui explique pour chaque espèce. Ah bon, il n'y a peut-être pas toutes les espèces, mais quand même pour beaucoup d'espèces, qui dit enfin, les préconisations en fait, de gestion des déchets en fonction de est-ce qu'il y a des racines ou pas, est-ce qu'il y a des fleurs, est-ce qu'il y a des fruits, tout ça. Et vraiment, c'est le document de référence. Faut regarder ça quand on a des déchets, quoi. Euh, voilà. Bah, du coup, je vais peut-être conclure puisque Il est là. on arrive. Il est là, exactement. Euh, Donc, ces réseaux qu'on vous a présentés, ils fonctionnent grâce aux acteurs qui choisissent de s'y impliquer. Et donc, on remercie bien sûr tous les membres de nos réseaux, en particulier les membres des COPIL ou du groupe restreint pour le GT Loire-Bretagne, et puis nos financeurs, hein, donc les agences de l'eau et les FEDER Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Tout ça, c'est beaucoup de travail, bien sûr, mais c'est aussi des bons moments qu'on peut passer ensemble et sur le terrain, beaucoup de choses qu'on apprend et des vrais résultats qui peuvent être utilisés derrière. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions, mais aussi si vous souhaitez participer à cette aventure, si ce n'est pas déjà le cas. Et ça peut être, comme je le disais, hein, il y a des acteurs qui s'impliquent beaucoup. Il y en a d'autres qui vont plutôt vont remonter leurs besoins, ce qui est déjà intéressant pour nous. Et puis peut-être quand ils ont des idées. Et voilà, enfin, tout ça, ça nous intéresse. Et même si c'est juste pour être sur notre liste de diffusion et être au courant de ce qui se passe, de quand il y a des outils qui sortent, on vous ajoute avec plaisir. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Oui, merci à tous. Maintenant, donc je voulais de nouveau bien remercier Anouk Orman et Marie Grange pour leur participation et pour leur intervention.
Je souhaite également remercier tous les participants et participantes pour être ici aujourd'hui. Remercier l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour leur participation également à cet événement et ma collègue Chloé Renoir qui nous a aidés à faire en sorte que tout se déroule correctement. Voilà, et ben, j'ai plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter une bonne journée et un bon Merci week-end. pour toute cette organisation. Oui.